Finalement, deux chauffeurs arméniens et géorgiens lui viennent en aide. On l'appelle la route militaire géorgienne. Depuis 300 ans, c'est par là que les envahisseurs historiques arrivent. სახელმწიფო უნდა ცდილობდეს, რომ მაქსიმალურად ეკოლოგიურ რაც სუფთად შეუძლია უამრავი ფინანსი და რესურსი გამოიმუშაოს გადაყრილი ნაგავიდან და ცდილობ უფრო ჭკვიანური მეთოდით უნდა უფრთხილდებოდნენ, იმიტომ რომ ნავთობის შემდეგ. Aujourd'hui, la vie de Kéti, c'est 30 mètres carrés au 11e étage de 7 immeubles où vivent 1200 personnes. Presque tous ici sont ce qu'on appelle des déplacés. Leur destin a basculé lorsque leur région, l'Abkhazie, une province grande comme la Corse située au nord-ouest de la Géorgie, est tombée aux mains des séparatistes pro-russes. Comme 250 000 autres Géorgiens, ils sont alors chassés avant d'atterrir ici, à Tbilissi. Alors la première question que je vais vous poser, c'est peut-être mettre un peu de contexte sur le projet, sur l'origine des documentaires qu'on voit, puisque déjà c'est 5 sujets qui sont complètement différents et qui nous racontent beaucoup de choses sur la Géorgie, mais c'était pas juste ça. Il y a ce projet de documentaire, il y a aussi un podcast qui a été fait par le QEJ, il y a toute une série d'articles et de reportages multimédia, il y a une revue qui a été réalisée. Est-ce que vous pouvez nous présenter la manière dont ça s'est déroulé, comment est-ce que vous avez choisi les angles, comment ça s'est passé, le temps sur le terrain, enfin vraiment cette dimension journalistique et d'approche. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est vrai que quand on nous a annoncé qu'on partait en Géorgie, on l'a su 2 mois avant, quelque chose comme ça. On était un peu perplexes parce qu'en fait, aucun d'entre nous ne connaissait vraiment ce pays, cette région. Et au fur et à mesure de nos recherches, on s'est rendu compte que l'angle était tout trouvé. C'est la relation difficile avec la Russie. La Géorgie, c'est un pays qui est en équilibre entre l'Europe et la pression exercée par la Russie. Et donc c'est un peu à partir de cet angle-là qu'on a déroulé les fils de nos reportages. Et il faut savoir qu'en fait, ces documentaires, ça rentre dans le cadre d'un projet qu'on appelle une délocalisation. Donc en fait, chaque année, notre école organise 1 mois dans un pays étranger où on peut justement faire du reportage sur place. Donc nous, on était en spécialité télévision, donc on a fait ces documentaires. Donc c'est un projet de fin d'études sur 1 mois. Donc en fait, sur place, on avait 4 semaines pour faire tout le processus de reportage. Voilà. La décharge à Batumi, le vin, comment vous avez travaillé en équipe, comment ça s'est passé concrètement, et surtout comment vous avez rencontré les Géorgiens, comment vous avez fait pour cette prise de contact, et surtout moi j'ai des questions un peu sur la langue, sur votre langue de communication, comment ça s'est passé? La question de la langue, c'était l'anglais qui était privilégié. On était d'ailleurs étonnés de voir qu'ils parlaient aussi bien anglais quand on compare avec un petit peu notre niveau en France. On était assez étonnés, mais du coup, ça rendait la communication très simple. Les jeunes, en fait, là-bas, sont, j'ai l'impression, très ouverts sur le monde. Et ils commencent à parler anglais très tôt. Et c'est vrai que ça a beaucoup facilité nos échanges avec eux. Quand on part comme ça en reportage à l'étranger, il y a ce qu'on appelle les fixeurs et les fixeuses. Donc en fait, c'est les personnes qui vont nous aider sur place à réaliser les reportages, à faire du calage et surtout au niveau de la langue. C'est vrai que Léo vient de le dire, la jeunesse sur place parle anglais, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir que dans la population géorgienne, en fait, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Enfin, le fait de parler anglais. Donc leur rôle était vraiment super important en fait, parce que sur place, en fait, ils faisaient vraiment la traduction donc du français à l'anglais, de l'anglais au géorgien. Sachant que la plupart des personnes qu'on rencontrait en fait sur place à Tbilissi ou en région parlaient que géorgien, et donc on avait vraiment besoin d'eux en fait pour faire toute l'étape de traduction pendant le reportage, mais surtout aussi pendant le montage en fait, où quand on dérush
tout le tournage qu'on peut faire sur place, on a besoin de retraduire, en fait, encore une fois, même si on a l'idée en tête, pour pas se tromper sur le moindre mot. Comme disait Léo au début, on avait toute une partie d'observation. En fait, on était sur place et en fait, la moindre chose qui pouvait nous intéresser, etc., on tirait un peu ce fil-là pour dire, bah tiens, voilà, dans le premier reportage qu'on voit, on voit ces énormes immeubles qui sont vraiment délabrés. On a envie de se dire, bah voilà, qui est-ce qui vit à l'intérieur. Donc c'est avec ce genre d'exemple en fait qu'on arrive à creuser et à commencer à échanger avec les gens et commencer très vite à tourner finalement. Alors, les reportages, ils sont quand même très différents. Ils partent sur plein de sujets et c'est pas forcément un pays qu'on connaît très bien, la Géorgie. Heureusement, on a Louis avec nous ce soir qui va nous aider à y remettre peut-être un peu de contexte, puisque la Géorgie, donc, est indépendante depuis 91, mais connaît surtout des grands changements politiques, enfin vraiment depuis les années 2000. Est-ce qu'on peut remettre un peu de contexte ? Alors, on peut déjà, il y a eu une petite carte qui a été montrée quand même à un moment, donc on peut repartir aussi peut-être de ça, de où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qui s'est passé voilà, depuis par rapport à l'influence russe en politique, et où est-ce qu'on se situe quand on arrive au moment, en 2023, des reportages du QEJ. Effectivement, donc la Géorgie se trouve dans le Sud-Caucase, qui est une région qui se trouve entre la Russie, la Turquie et l'Iran, qui a retrouvé son indépendance en 91. On a entendu parler de la révolution des Roses en 2003, qui est un soulèvement de la population à la suite de manipulation des résultats de l'élection législative de 2003. Donc la population est entrée dans le Parlement avec des roses et ça a amené M. Saakashvili au pouvoir et ça a rapproché la Géorgie de l'Union européenne et de l'OTAN. Ce rapprochement, il a été progressif au fil des ans et il y a aussi eu une dérive autoritaire de M. Saakashvili qui a amené aussi à la guerre en Ossétie du Sud et en Abkhazie en 2008. Ça a été vraiment... Ça a eu encore, voilà, le problème de cessez-le-feu, c'est qu'il n'a pas été respecté et beaucoup considèrent que ce cessez-le-feu a montré, notamment à Poutine, que finalement il était assez simple de manipuler l'Union européenne et d'outrepasser les limites qui lui étaient fixées. Ce qui a amené plus tard à l'annexion de la Crimée et à tous les conflits qu'on connaît aujourd'hui. À la suite de ce conflit, il y a eu notamment une mission de l'Union européenne, la mission de surveillance de l'Union européenne en Géorgie, qui a un premier point d'influence de l'Union européenne et de rapprochement avec la Géorgie. Et un an plus tard, l'entrée de la Géorgie dans le partenariat oriental, qui est un moment très important puisque c'est le début d'un processus, le processus de l'entrée de la Géorgie dans l'Union européenne. Ensuite, ont eu lieu en 2012 des élections législatives qui ont vu l'arrivée au pouvoir d'un parti qui s'appelle le Rêve géorgien, qui est à l'époque mené, et c'est toujours le cas, par Bidzina Evgenishvili, qui est un oligarque de nationalité géorgienne, qui a d'autres nationalités. Il a d'ailleurs un passeport français. Il vient d'une famille, alors c'est lui qui le raconte, il vient d'une famille pauvre géorgienne, mais a construit sa richesse en Russie. Et il y a eu un travail de Régis Giantet, qui, je crois que vous le connaissez, vous l'avez rencontré, qui est un reporter français qui vit en Géorgie et qui a fait tout un travail pour montrer les liens qu'a ce monsieur avec Poutine notamment, et avec le régime russe. Bidzina Evgenishvili s'est construit une image en Géorgie, l'image d'un monsieur qui investit beaucoup pour le bien des Géorgiens. Et beaucoup d'amis géorgiens m'ont fait part de leur ressenti à l'époque, disant que finalement ce monsieur était formidable, puisqu'ils entendaient toujours son nom, ils ne voyaient jamais son visage. Mais à chaque fois, on leur parlait de lui en disant « mais c'est formidable, il a construit une école ici, il a construit un hôpital à Tbilissi,
Et finalement, quand monsieur est arrivé au pouvoir, il a mis en place une politique qui, au départ, convenait au peuple géorgien. Il se disait plutôt pro-européen, pour l'entrée dans l'OTAN. Et finalement, il y a eu un glissement au fur et à mesure. Malgré des rapprochements avec l'Union européenne, on peut citer l'accord d'association de 2014. Depuis 2017, les Géorgiens peuvent voyager dans l'Union européenne sans visa. Comment est-ce que ça se manifeste sur le terrain ? Est-ce que c'est des choses que vous avez perçues immédiatement ? Est-ce que c'est les premiers sujets qu'ont abordé aussi les Géorgiens et les Géorgiennes quand vous les avez rencontrés ? C'est vrai que la question sur le terrain de la Russie, elle se pose assez vite. Moi, j'ai travaillé sur le premier reportage qu'on a vu sur les réfugiés d'Abkhazie. En fait, c'est des personnes dont le destin dépend entièrement de l'avenir de la Géorgie, de quel côté ça va pencher, si ce sera du côté russe ou du côté européen. En fait, les personnes qu'on a vues dans ce reportage, elles ont un statut assez particulier qui est le statut de déplacé, qui, normalement, leur garantit, si un jour elles reviennent en Abkhazie, leur garantit le retour de leur propriété, de leurs biens, etc. Et c'est un statut qui se transmet en plus de génération en génération. Et c'est censé être un statut provisoire. Et ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et il reste quand même, on l'a vu notamment surtout sur les générations les plus âgées qu'on a vu dans le documentaire, il reste quand même très attaché à cette terre d'origine. C'est plus un rêve pour les jeunes qu'une réalité. Mais ils restent quand même accrochés à ça. Donc ils ont aussi ce tiraillement dont on parlait juste avant. C'est comme si un peu ils étaient suspendus à cet avenir-là. Nous, on est toujours en lien avec les étudiants avec qui on a pu travailler en Géorgie là-bas et qui justement nous posent souvent cette question en mode quand est-ce que vous revenez pour continuer à suivre ce qui se passe sur place, quoi. Mais après, on est rattrapé par l'économie des médias et le fait de devoir vivre de son métier déjà en France, quoi. Pour l'instant, on ne peut pas trop se projeter sur ce qu'on fera plus tard et encore moins partir dans un autre pays. Mais pour moi, la Géorgie, elle doit être au centre de notre intérêt pour les années à venir. Et si ce n'est pas moi, j'espère que j'aurai d'autres confrères qui iront et raconter ce qui se passe là-bas, parce que c'est hyper intéressant et c'est hyper important.